Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler bon à savoir. Nous allons rentrer un peu dans l'histoire des indépendances africaines. Il faut dire tout simplement qu'une année a marqué plusieurs pays africains. Cette année, l'année 1960, où 14 territoires de l'Afrique française subsaharienne, le Congo belge, la Somalie italienne et le Nigeria britannique accèdent à l'indépendance. Auparavant, il faut retenir que seuls l'Éthiopie, le Libéria, le Ghana et la Guinée étaient déjà des États souverains. Le reste du continent s'émancipe ensuite de 1961 à 1994. L'année 1960 représente donc un tournant majeur, tant pour l'Afrique noire que pour la politique de la France. C'était la fin d'un empire colonial inscrit sur les cartes depuis la fin du 19e siècle. Mais au niveau international, le vent du changement soufflait depuis une quinzaine d'années, particulièrement depuis le milieu des années 50. L'ONU offre très vite une tribune aux revendications fondées sur le droit des peuples à l'autodétermination. L'indépendance de l'Inde en 1947, la défaite de Dien Bien Phu en 1954, la conférence de Bandung en 1955, l'échec franco-britannique à Suez en 1956 mettent en cause la survie du colonialisme en Afrique. Les notions de tiers-monde ou de sous-développement émergent, posant la question de l'égalité à l'échelle mondiale. L'Église catholique également plaide dès 1954 en faveur de l'autonomie politique des peuples coloniaux. Il faut dire que ces aspirations trouvent un écho auprès des milieux intellectuels panafricanistes. Et donc, l'indépendance du Ghana en 1957 fait de Nkrumah leur leader politique. Du côté francophone, la Société africaine de culture organise à Paris en 1956 un congrès des intellectuels et artistes noirs. L'affirmation culturelle de la négritude par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire et l'anticolonialisme développé par des marxistes et des chrétiens de gauche inspire donc notamment la Fédération des étudiants africains noirs de la France. Pourtant, l'opinion publique en métropole n'imagine pas encore la fin de l'Empire. En Afrique même, les revendications sont multiples. Les planteurs, les ouvriers, les intellectuels et les auxiliaires de l'administration se plaignent surtout de blocages sociaux liés à la condition indigène. Mais la Seconde Guerre mondiale a mis aussi en avant le facteur politique. La contribution de l'Afrique noire à la France libre a disqualifié un certain racisme colonial et éveillé chez les colonisés la conscience de leurs droits. La conférence de Brazzaville, présidée par le général de Gaulle en janvier 1944, a pris en compte cette revendication, mais en excluant encore toute forme de self-government. En 1946, des lois abolissent le travail forcé et le code de l'indigénat. La citoyenneté est donc généralisée, mais la constitution de la 4e République, qui en octobre 1946 redéfinit l'Union française, maintient un système électoral favorable aux coloniaux. Cependant, dans ce cadre, les élus africains, au total 23 députés, 32 conseillers de la République, 40 délégués à l'Assemblée de l'Union française, sans parler des membres des assemblées territoriales, vont jouer également un rôle non négligeable à la fois à Paris et sur le terrain. Ils invoquent les principes de la République contre le maintien du statut colonial et donnent une impulsion décisive de la mobilisation politique de leur pays
respectifs. En octobre 1946, il crée à Bamako, à l'échelle de toute la OEF, le Rassemblement démocratique africain RDA, de sensibilité panafricaniste et marxiste. Alors, la répression qui survint, son deuxième congrès, Thiesville, en 1949, amena donc son principal leader, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, à s'éloigner du Parti communiste et à s'apparenter en 1950 aux centristes de l'UDSR, le parti de René Pleven et de François Mitterrand. Il devient dès lors un conseiller écouté des dirigeants français en matière africaine. Il figure donc dans les cabinets de Guy Mollet en 1956, puis de De Gaulle en 1958. Il joue donc la carte d'une communauté franco-africaine et s'oppose en cela aux idées fédérales de Senghor. Les partis africains, notamment le RDA, triomphent aux élections de 1956. Les thèmes du débat qui mène aux indépendances sont posés. Décolonisation pacifique. Malgré donc les violences qui ont frappé Madagascar en 1947 et le Cameroun donc en 1955 et partenariat avec l'ancienne métropole. En France, on assiste à une évolution rapide des positions. De 1947 à 1958, les investissements en Afrique noire avaient atteint le triple de ce qu'ils avaient représenté en 50 ans, de 1890 à 1940. À partir de 1955, des économistes analysent le poids fiscal de l'Empire et évoquent le complexe hollandais, c'est-à-dire la prospérité des Pays-Bas depuis la perte de l'Indonésie. Le thème est popularisé et donc par endroits. Et avec le traité de Rome signé en mars 1957, le marché européen devient donc primordial. Ce constat économique, les considérations internationales, le souci de démontrer à l'Algérie qu'une issue pacifique était possible et enfin la maturation politique au sud du Sahara conduisent donc à une rapide évolution institutionnelle. En 1956, chers téléspectateurs, la loi cadre de Gaston Dreyfus accorde donc le suffrage universel et l'autonomie aux différents territoires, mettant fin donc aux structures fédérales AOF et AEF. Dès 1956, 1957, le Togo et le Cameroun, sous tutelle de l'ONU, deviennent des États autonomes. Alors, l'arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1958 fait craquer définitivement le formalisme juridique du système colonial. Conscient du mouvement général vers l'émancipation, il propose une solution souple de communauté. Chaque État africain serait autonome, un domaine important, affaires étrangères, défense, monnaie. Restant donc du ressort du président français de la République et d'un Sénat de la communauté, mais l'option de l'indépendance est donc la priorité. L'association ou la succession, lors de sa tournée en Afrique, en août 1958, De Gaulle reçoit un accueil général favorable, sauf à Conakry et à Dakar. Le référendum du 28 septembre voit partout le triomphe de oui, sauf en Guinée où l'indépendance ainsi gagnée par Sékou Touré se solde par la cessation de toute aide française. De Gaulle voyait sans doute dans cette solution pseudo-fédérale une phase de transition permettant de porter au pouvoir des dirigeants modérés devant la radicalisation des milieux urbains. Il lui fut impossible de résister à ce que lui-même appela la ruée vers l'indépendance. Dès 1959, les dirigeants du Sénégal, Senghor et Mamadou Dia, et de l'ancien Soudan, Modibo Keïta, actuel Mali, unis jusqu'en 1960 dans une fédération du Mali et le président de Madagascar,
Philibert Tsiranana, revendique donc des transferts de pouvoir dans un cadre confédéral. Drapeaux et ambassades se multiplient. Le Cameroun et le Togo sont indépendants dès janvier et avril 1960. En juin, Paris accepte le Mali et Madagascar. Le deviennent donc aussi à condition de signer des accords de coopération dans le cadre d'une communauté rénovée. Les 4 territoires de l'Est, AEF, suivent au bon gré mal gré la même procédure en août. En Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, hostile au fédéralisme dakarois et auteur d'un rêve de France-Afrique, terme qui sera utilisé plus tard dans un sens critique et versé de se retrouver avec ses fleurs fanées sur le parvis d'une communauté délicatance, constitue donc une entente avec le Dahomey, la Haute-Volta, le Niger. Ces pays donc réclament en août 1960 leur indépendance, mais ne signent d'accord de coopération qu'en avril 1961. En 1961, la communauté était une notion dépassée. Il en restera le secrétariat des affaires africaines et malgaches. Et donc, géré à l'Élysée par le célèbre Jacques Faucard et le Fonds d'aide de la coopération créé dès 1959. Ce partenariat devait être, dès lors, selon une conférence de presse tenue par De Gaulle en janvier 1964, la grande ambition de la France. Une certaine, donc, continuité dans la rupture. Alors, chers téléspectateurs, on ne saurait terminer sans rappeler donc les dates clés des indépendants de ces pays. 1er janvier 1960, indépendant du Cameroun. 4 avril 1960, indépendant du Sénégal. 27 avril 1960, c'est l'indépendance du Togo. S'ensuivra l'indépendance de Madagascar le 26 juillet 1960. Et le 30, c'est l'indépendance de la RD Congo. Le 1er juillet, c'est l'indépendance de la Somalie. Et le 1er août, l'indépendance du Dahomey, plus tard Bénin. Le 3 août 1960, c'est le tour du Niger de prendre son accession. Et le 5 août 1960, c'est l'indépendance de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire va également prendre son indépendance. Et le 11 août, c'est le tour du Tchad. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 13 août, la Centrafrique. Le 15 août, indépendance du Congo. Et le 17, c'est le tour du Gabon. Le 22 septembre 1960, c'est le Mali qui, à son tour, va prendre également sa souveraineté internationale. Et le 1er octobre, c'est le tour du Nigeria. Et pour finir, le 28 novembre 1960, c'est le tour donc de la Mauritanie. Voilà, chers téléspectateurs, ce que vous pouvez savoir sur les contours, les rouages de l'indépendance, cette vague d'indépendance en 1960. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre rubrique Bon à savoir. À bientôt.